Le plomb va aller dans toutes les parties qui auront été creusées pour assembler les deux éléments. Et ce plomb va entourer des pièces en fer forgé qui auront été posées préalablement à l'intérieur. Salut Claude. Salut Yann. Je viens t'emmerder encore un petit peu. Les fidèles de la chaîne reconnaîtront la stèle du Climont, mais on va pas du tout parler de ça, parce que je crois que tu veux nous faire pénétrer dans les coulisses du musée de ta géniale folie, au sens étymologique du terme, parce que tout ça c'est la partie émergée de l'iceberg, mais derrière la petite porte qui se trouve là-bas, il y a plein de choses sur lesquelles tu travailles pour classifier, pour comprendre, pour renvoyer d'une marque lapidaire à une autre, d'un site à un autre, parce que c'est pas que des relevés que tu as imprimés ici sur ces panneaux, il y a beaucoup de choses là-bas, et tu m'as proposé de nous présenter tout ça aujourd'hui, les coulisses de la glyptographie en fait. En effet, là il y a la partie visible, la partie ludique autour des marques, mais il y a aussi une partie très sérieuse où il faut gérer, essayer de retrouver, de comprendre, et ça se passe dans la pièce d'à côté. On y va tout de suite? Yes. Allez, je te devance. Ça n'a pas tenu. Voilà. Alors, à côté, pour ceux qui ont regardé et vu les différentes vidéos que tu as pu faire, j'essaie de présenter et de raconter les histoires autour de ces marques. Mais par derrière, il y a une véritable gestion. Je crois que je dois tourner actuellement à environ 15 000 marques. Il faut donc gérer tout ce petit monde. Il faut essayer d'en faire quelque chose. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des moulages et de répertorier ces hommes-là. Il faut essayer de les suivre de chantier en chantier, trouver leur nom, comprendre leur symbolique, les messages, etc., etc. C'est ce qu'on a essayé, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer lors des vols. Ici, tu vois un peu le développé de toutes ces choses-là. Il a donc fallu, par exemple, que je crée véritablement un fichier et une méthode. Donc j'ai créé la méthode qui me convenait. La méthode Oberlin. Disons méthode Oberlin, si tu veux l'appeler comme ça. Et surtout que quand j'ai commencé, c'était tout petit, avec 1, 2, 10 marques. J'ai donc très rapidement dû mettre en place un système pour m'en sortir. Alors tu verras, il y a des marques, il y a des points verts, il y a des lettres, il y a des lettres encadrées. Tout ça pour moi, ce sont des symboles. J'adore les symboles de nos tailleurs de pierre et finalement c'est une très bonne technique. Je sais par exemple que quand il y a un point vert, j'ai fait les moulages et j'ai les pièces reproduites dans le musée. Quand j'ai des lettres, je sais que ce personnage-là, je l'ai retrouvé sur d'autres édifices. Que signifie DR? Déjà référencé? Écoute, tiens, déjà référencé, on y va. DR ou un autre, DR, pour savoir où j'ai trouvé DR. Ah non, c'est uniquement par rapport à lui. C'est par rapport à lui, c'est pour le situer dans mon fichier, pour le retrouver rapidement. Parce que j'ai des centaines de marques que j'ai notifiées, parce que je les retrouvais sur plusieurs chantiers. Alors DR, j'ai commencé par A, jusqu'à Z, ensuite AA, etc., etc., à l'infini. Donc, si je vais dans le DZ, c'est le DZ qu'on a vu? DR. DR, il est là. Alors, Cathédrale DR, Saint-Étienne de Bourges. Cathédrale Saint-Étienne de Bourges, ainsi que Saint-Gervais à Soissons. Donc, c'est pour moi un point de repère. Ensuite, tout n'est pas là. Mais je sais où rechercher des archives si j'en ai créé ou si j'ai d'autres documents sur le personnage. Toujours est-il que ce monsieur a travaillé sur 2 cathédrales. Donc toutes ces lettres que tu peux voir, DS, DR, BW, etc., etc. Quand les lettres sont encadrées, c'est que j'ai aussi le nom du personnage. Ce qui est beaucoup moins évident. Voilà, donc il y a toute une tenue de compte, une tenue de fichier pour rapidement pouvoir retrouver un personnage. J'ai quand même des gens qui m'écrivent régulièrement ou qui m'envoient des photos, ils me disent « Monsieur Oberlin,
On a des marques lapidaires sur notre maison. Qu'est-ce que cela signifie? Donc à ce moment-là, comment ça se passe? Tu as une base de données aussi informatisée et tu peux les retrouver facilement, ou malgré tout, tu es obligé d'abord consulter ton cerveau pour savoir à quoi ça ressemble, pour filtrer un petit peu avant de savoir où regarder? J'ai beaucoup informatisé, mais faire une recherche en automatique, ça me dépasse à partir de symboles. Je ne sais pas faire. Toujours est-il que quand on m'envoie un fichier de marque lapidaire, je peux quand même en moins de 10 minutes, dans les premières minutes, je peux déjà dire, parce que j'ai quand même toutes ces marques en tête, je peux dire si je l'ai déjà vu quelque part ou si je ne l'ai jamais vu. Je me trompe rarement. Et puis après... Très humble. Non, oui, je suis... Tu m'as compris. Mais finalement, c'est un peu comme le musicien qui a des milliers de notes, oui. Une fois quand on fait ça pendant 15 ans, ça devient un véritable réflexe. Moi, les marques lapidaires, une fois, parce qu'elles ont une structure. Et quand je me base sur les structures, je te montrerai tout à l'heure, quand elles ont la croix en pied ou la croix en V, je les ai déjà, dans mon cerveau, je les ai déjà distribuées. Je veux bien voir ça. Donc je te montrerai. Par conséquent, je peux les retrouver assez facilement. Et ça, c'est une petite aide indispensable. Voilà. Donc tu vois ici toute une série de relevés sur des édifices que j'ai pu faire. J'en ai mis que quelques-uns, je ne peux pas les mettre tous. En tous les cas, cela me permet de gérer la partie comment dire, écrite ou théorique de ces relevés. La façon dont je les trouve, bon, puisqu'on y est, je te raconte tout. Malheureusement, le soleil a un peu brûlé. Ah, tu vois quelque chose au passage? Oui, ça dénote un petit peu. C'est moins... Il y a un peu tout. Généralement, quand tu débarques, tu ne me laisses même pas le temps de ranger. Et puis comme je ne range pas souvent ces derniers temps, donc il y a effectivement des objets qui sont... Mais tu veux que je te raconte l'histoire de cette marque? Il y a une histoire? Écoute, c'est extraordinaire. Presque tous les objets que j'ai ont une histoire. Alors en 2 mots, ce magnifique portrait d'une femme se trouve dans un édifice religieux de Rouffach. Dans le sud de l'Alsace. Puisque tu m'interpelles là-dessus, les marques lapidaires du Saint-Empire romain germanique, abscisse ordonnée. C'est depuis la nuit des temps, c'est culturel. Les marques lapidaires du Royaume de France, beaucoup plus artistiques. C'est artistique et c'est le latin par rapport au germain. Et ça se voit depuis la nuit des temps. Alors ça, c'est du latin ou du germain? Là, on est sur du germain. D'ailleurs, tout ce qu'il y a dans la plaine d'Alsace, c'est du germain. C'est clair. Que ce soit l'époque romane, gothique ou la Renaissance, c'est germain. Sourire de Rouffach, c'est le nom. Sourire de Rouffach. Ils l'ont appelé Sourire de Rouffach. C'est une pure merveille. J'ai fait la visite de cet édifice parce que je le connaissais très mal. Bien sûr guidé par un guide local qui connaît parfaitement bien son édifice, et j'ai bien sûr dressé les oreilles. Et à un moment donné, il le fait passer et rentrer dans une petite chapelle latérale, et à gauche et à droite, ils ont à gauche le jouvenceau, à droite la jouvencelle, qu'ils ont appelé le Sourire de Rouffach. Et moi, j'ai pour habitude de mettre les pieds dans le plat. Je touche cette splendeur qui n'a jamais été abîmée par l'histoire, malgré le va-et-vient qu'il y a eu en Alsace, les guerres, etc. Et je dis à une bonne vingtaine de personnes, et je dis, dites donc, avec un coup de marteau, le Sourire de Rouffach, cassé. J'ai choqué tout le monde. J'ai vraiment choqué tout le monde. En fait, je l'ai quand même fait un peu exprès, parce que j'aurais dit, mais quand on a un si bel objet, il faudrait peut-être préserver la mémoire et faire un moulage. Et j'en suis resté là. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un ou 2 jours après, le maire m'a téléphoné en me disant, Monsieur Oberlin, on peut se voir. Je dis, venez au musée avec grand plaisir. Il est venu de Rouffach. Il est venu avec ses collaborateurs de la mairie, avec une délégation, et il m'a demandé de lui expliquer comment on peut préserver le Sourire de Rouffach. Je lui ai donc expliqué comment je procède pour faire des moulages. Il m'a dit, Monsieur Oberlin, feu vert. Faites-nous un moulage
pour qu'on puisse le mettre dans notre musée. Donc, Juste voilà. du sourire de Rouffach ou... Oui, je vais prochainement certainement faire encore le Jouvenceau d'à côté. Ça m'est de plus en plus pénible avec l'âge parce que tu es pendant des heures là, la nuque brisée, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que ça c'était important et le maire m'a donné feu vert, il m'a fait confiance absolue et je lui ai dit oui mais monsieur le maire, vous en aurez un de sourire pour votre musée, mais je me fais une copie pour mon musée à moi. Mais bien entendu. Voilà. Tu as voulu l'histoire de cette jouvencelle. Mais je suis content qu'on m'ait pris au sérieux. Puis il y a un intérêt, et puis le message est passé. Ça peut se casser différemment. Il peut y avoir un accident lors de travaux. Et comme il n'y a pas un graton de cassé sur ces visages, je suis content, il y a une copie. C'est du grès? C'est du grès, oui, on est dans le grès, d'ailleurs dans toute la plaine, on est dans le grès jaune ou le grès rose ou le grès marbré gris beige, gris jaune clair. On a toute une déclinaison et puis vers la Suisse on a du grès vert. C'est du bon grès ou du mal grès? Alors c'est du mal grès parce que le grès vert s'effrite beaucoup plus encore que le grès jaune et que le grès. Mais s'il s'effrite, c'est du grès belge. Bon, allez, je me tais. Continue à nous faire rêver. Alors, quand tu m'as interrompu, j'étais en train d'expliquer, donc, j'ai créé des fichiers pour pouvoir repérer les marques en fonction de paramètres bien précis, des croix en pied. Il n'y a que des croix en pied. J'arrive à sortir de mon ordi les croix en pied en couleur et ça me donne les endroits où je les ai trouvés. Je te montre là une fiche sur les marques d'ici d'Alsace. J'en ai d'autres, elles sont dans mon classeur parce que je suis en train de les refaire sur le Royaume de France, etc., etc. Donc voilà ma façon d'avoir classifié tout ça pour pouvoir m'en sortir. Mais il y a eu une étape quand même, parce que tout au début, je me baladais avec ce genre de carnet et je relevais les marques avec des petits dessins. Tu vois un petit peu ce que ça peut donner. Et quand j'en avais quelques milliers, je me dis, mince, je ne peux pas continuer comme ça avec mon petit carnet dans les écrits à noter. Et c'est là où j'ai arrêté pendant un bon moment pour me mettre en informatique. C'est pas tellement mon âge, il a fallu tout apprendre. Et aujourd'hui, je dessine mes édifices, mes cathédrales, mes bâtiments. J'informatise et je dessine toutes les marques, ce qui me permet bien sûr de déplacer tout ça, de faire ce type de travail. Et bien sûr, c'était reparti. Maintenant que j'en ai 15 000 ou 30 000, c'est du pareil au même. Ça m'a donc beaucoup soulagé. Voilà, pour la petite histoire, au niveau de ce qui se passe ici. Il s'y passe beaucoup de choses. J'ai d'ailleurs aussi pour les scolaires, mais pas que pour les scolaires, parce que je me suis rendu compte que finalement, les adultes ne savent pas grand-chose sur les méthodes et les techniques du bâti médiéval. J'ai commencé ici à faire de la sculpture sur pierre. Ça, c'est toi qui l'as sculpté? Bah oui. C'est pas comme c'est toi qui as fait cette omelette? Bah oui. En fait, tout ce que je présente ici, à part les tuiles qui sont d'époque, ça, c'est pas moi. Elles remontent à l'époque du bâti. Certaines sont d'ailleurs très anciennes. Celle-ci, elle a certainement 600 ans. Alors, il y en a une qui a été cassée lors d'une visite. Je les ai cachées ici parce que... Donc, j'ai fait cette reproduction des balustrades et des pinacles d'un petit élément de la collégiale Saint-Martin de Colmar, ceci pour travailler. Je voulais absolument travailler par calpinage, comme ils ont fait autrefois, et exactement comme ils procèdent actuellement encore à l'œuvre Notre-Dame pour parler de Strasbourg, quand il faut refaire une partie pareille qui est complètement fichue, eh bien il faut faire des relevés avec des films transparents, c'est un travail de patience, etc. Donc j'ai voulu le refaire chez moi, en miniature, en maquette, et voilà ce que tu vois ici. Mais c'était aussi pour expliquer aux gens comment peut-on... Ça n'a plus rien à voir avec les marques lapidaires. Non, mais ce sont les tailleurs de pierre qui m'ont laissé les marques lapidaires qui ont fabriqué ces choses-là. C'est vrai, ça fait partie de la vie du chantier médiéval. Rapidement,
pour arriver à faire cette balustrade qui fait 8 mètres de long, eh bien, il y a 3 éléments. Et c'est de cette manière que l'élément a été taillé. Alors, quand je dis cet élément, il fait 1,20 m. Hein. Il pèse 800 kg avant d'avoir commencé à le tailler. Eh bien, cet élément est préparé pour s'emboîter dans l'élément suivant, qui va s'emboîter dans le 3e élément. Je te le montre pour que tu vois bien ce qui va se passer. Donc c'est de cette manière-là que cette balustrade a été conçue, pour qu'ensuite ils puissent l'emboîter l'une dans l'autre, mais ça ne s'arrête pas là. Oui, j'allais dire, c'est emboîté, mais ça ne tient pas comme ça. Ça ne peut pas tenir. Il y a des cheminées de coulées, donc on se met à la verticale, ils creusent des cheminées de coulées dans la pierre. À l'intérieur, on creuse en croix ou autrement la réception et on va couler du plomb. Le plomb va aller dans toutes les parties qui auront été creusées pour assembler les 2 éléments. Et ce plomb va entourer des pièces en fer forgé qui auront été posées préalablement à l'intérieur. Alors ça va très loin ce qu'il faisait, parce que ces fers forgés sont calés à l'intérieur de ces creusements par des petits morceaux de bois, parce qu'il faut qu'à aucun moment la ferraille ne soit en contact de la pierre ou en contact avec l'air. C'est ce qui explique que on m'a offert ce claveau à la cathédrale de Reims. Ce claveau date du XIIIe siècle, et quand ils font des restaurations avec les techniques modernes, ils ne remettent pas forcément ces pièces-là, et on m'a offert cette pièce-là. Cette pièce date du fin XIIIe siècle. Elle n'aurait pas été complètement noyée dans le plomb, elle aurait disparu, parce que l'oxygène et les intempéries et les infiltrations d'eau auraient complètement détérioré et fait disparaître le fer. Voilà comment travaillaient les anciens. Le plomb absorbe les dilatations du grand froid par rapport au grand chaud et bien entendu protège la pierre et empêche les fissures. Remarquable. Ils faisaient ça déjà à l'époque romane. C'est un boulot considérable, mais les pinacles qui sont faits en plusieurs éléments sont également emboîtés les uns dans les autres et l'étanchéité est faite au plomb. Voilà la petite histoire, voilà ce que je voulais expliquer aux scolaires quand ils viennent. À partir d'un certain âge, ils sont passionnés et si ça développe des idées artistiques pour certains, eh ben tant mieux. J'aurais au moins servi à quelque chose dans le passage de mon message. Voilà, alors il y a bien sûr plein de choses à dire ici. C'était surtout pour te montrer un peu comment je procède, comment je procédais avant avec mes petits carnets. Je peux te dire que... Alors, pour revenir à mes petits carnets, et là tout le monde va rigoler, pour vous dire, je suis parti d'un système archaïque. J'avais dans mon petit carnet, à force de le développer, de le montrer, c'est complètement bousillé, je collais des morceaux de papier ensemble, ceci pour repérer mes personnages en abscisse et en ordonnée, pour pouvoir les repérer. Oh là là, j'aurais mieux fait de pas ouvrir ce truc parce qu'on ne s'en sort plus du tout. Toujours est-il, le personnage que j'ai trouvé sur un édifice, eh bien je le retrouve sur un autre, et de cette manière-là, je pouvais avancer et expliquer comment et d'où venait et comment circulait. Je suis désolé, c'est vraiment imprévu, mais ça c'était mon système archaïque. Hein? Donc passer de ça à l'informatique, je peux te dire, n'ayant aucune formation, j'ai souffert. Mais je l'ai fait, j'ai passé ce cap et aujourd'hui je suis bien content d'avoir cet outil de travail sous la main. Et grâce à ce cap, eh bien, tu as pu nous présenter cette formidable nouvelle vidéo. La partie invisible, la partie immergée de l'iceberg, comme tu l'appelles, les coulisses de la glyptographie. Si tu veux. Je veux, voilà. Merci beaucoup Claude. Eh bien, encore une fois, merci à toi. On s'est déjà vu plusieurs fois ces derniers temps. On a encore beaucoup de choses à se raconter. On conclut actuellement, oui, la 3e journée de tournage ici au musée. Il y en aura d'autres. Je ne sais pas encore quand, mais en tout cas, ce n'est pas la dernière fois qu'on te voit sur la chaîne. En tous les cas, je suis ravi de pouvoir parler de nos bâtisseurs de cathédrales, voilà. À tous ceux que le sujet intéresse. Merci Yann. Merci à toi.
Bonne journée. À toi aussi. À très bientôt. Très bientôt, salut. Salut Yann.